Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce soir pour écouter Chloé Santoro. Moi, je suis très heureux. J'ai le plaisir donc d'introduire cette conférence au nom du Collège de France, représenté par son administrateur, mais aussi au nom du jury du prix du Collège de France pour les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs. Alors cette année, le thème du prix était « Savoir et démocratie » et le jury était constitué de Samantha Besson, Vinciane Pirenne-Desforges, Lorraine Daston, Patrick Boucheron et moi-même. Nous avons reçu de nombreux dossiers, tous excellents, et nous avons été heureux de distinguer celui de Chloé Santoro, dont le travail nous a semblé à la fois novateur, audacieux et intellectuellement enthousiasmant. Chloé Santoro est actuellement postdoctorante au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique, Hannah Arendt, de l'Université de Paris-Est Créteil. Elle a soutenu en mars 2025 une thèse remarquable et remarquée à l'Université de Franche-Comté qui s'intitule « La Nouvelle Athènes sur la possibilité d'une rencontre entre la cité ancienne et les aspirations démocratiques contemporaines » sous la double direction d'Arnaud Massé et d'Yves Saint-Omer de l'Université de Paris 8. Alors cette thèse est une thèse très impressionnante, elle a retenu notre attention, en particulier parce qu'elle repose, et vous l'avez entendu dans le titre, sur la confrontation ou comparaison entre deux terrains très différents, l'un classique, la démocratie athénienne, figure par excellence de la démocratie directe, en tout cas c'est ce qu'on apprend à l'école, et je peux dire que c'est ce qu'on continue à apprendre au lycée encore aujourd'hui. Et puis, de l'autre, plus moderne, un autre terrain plus moderne, c'est la Convention citoyenne pour la fin de vie, qui s'est réunie de 2022 à 2023, que Chloé Santoro a étudiée, et qui correspond à une des tentatives actuelles pour répondre à la crise de la démocratie représentative en réintroduisant des procédures de délibération entre citoyens tirés au sort. Cette démarche a conduit Chloé Santoro à combiner les réflexions de la philosophie politique, sa discipline, les sources de l'historienne, en particulier en travaillant sur Athènes, et les méthodes de la sociologie politique. Et cette inventivité méthodologique, ouvertement interdisciplinaire, nous a séduit, de même que l'alliance de rigueur scientifique et du désir intellectuel de contribuer à une réflexion sur les ressources de la démocratie face au paradoxe de la délégation de souveraineté. La question fondamentale, bien sûr, est celle du régime épistémique de la démocratie, des formes de savoir et de savoir-faire qui sont mises en œuvre dans la délibération, ce qui implique d'étudier précisément la construction de communautés politiques à travers les pratiques de délibération. Chloé Santoro s'appuie alors sur les renouvellements historiographiques récents, sur ses propres observations ethnographiques pour proposer une réflexion sur les possibilités de ce qu'elle appelle la démocratie radicale, bien différente du spontanéisme ou du populisme, mais fondée sur des processus de sociabilité et d'apprentissage en commun. Alors, je ne veux pas être trop long, chère Chloé Santoro, parce que le public est venu nombreux ce soir pour vous écouter et non pas pour m'entendre. Vous avez choisi ce soir de nous parler d'Athènes et de la démocratie, c'est le titre, comme institution de l'intelligence collective. Et vous ne pouviez mieux choisir, à l'heure où certains rêvent de remplacer la démocratie par les algorithmes de l'intelligence artificielle, ce retour aux sources de l'intelligence collective ne peut que nous enchanter. Je vous laisse la parole. Merci. Je remercie chaleureusement M. Antoine Milty pour cette introduction très riche et je n'ai plus rien à dire. Et surtout pour l'intérêt qu'il a pu porter à mes recherches en concertation avec les autres membres du jury, dont Mme Samantha Besson, sa coprésidente. Ma gratitude va aussi au Collège de France en tant qu'institution et à son administrateur, M. Thomas Römer, pour cette chance assez inouïe de m'exprimer ici ce soir et de vous donner à entendre cette voix mal assurée.
À ce sujet, je tiens aussi à remercier chaleureusement David Adjemian du Collège de France, qui m'a gentiment et chaleureusement accompagnée et m'a raconté une ou deux blagues avant le début de cette conférence. Et bien sûr, vous toutes et tous ici réunis ce soir d'horizons très différents. Merci d'être là. En une autre occasion, je me rappelle avoir été trahie par ma voix. C'était au cours de la dernière journée, de la dernière session de la Convention citoyenne sur la fin de vie. J'étais alors en plein dans ma thèse, épuisée par une observation immersive qui s'était étendue sur 4 mois, à bout de nerfs aussi, en raison de tous les épisodes trépidants de cette dernière journée. Et donc, dans l'hémicycle du CESE, face à ces 184 citoyens et citoyennes tirés au sort, 4 mois plus tôt, donc, j'ai dû prendre la parole au nom de l'équipe des chercheurs observateurs et j'ai un petit peu perdu mes moyens. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont souri et même ri. Et ensuite, certains sont venus me voir et me taper sur l'épaule en disant « Alors, c'est pas facile, hein ?» Voilà, il y avait évidemment quelque chose de cocasse dans cette inversion du rapport d'expertise, en quelque sorte, entre moi, qui avait passé 4 mois dans la coursive des observateurs à les observer ou pencher sur leur épaule pendant leurs travaux, et eux, ces Français et Françaises ordinaires, tirés au sort 4 mois avant, a priori totalement novices, donc, à leur arrivée, à la fois sur le thème abordé et sur le dispositif. Voilà, vous avez compris, je pense, qu'il ne s'agit pas seulement d'une anecdote, et de fait, la question de la timidité est d'une certaine importance quand on s'interroge sur la démocratie. La solution du porte-parole permet bien sûr de contourner tous les problèmes attachés à l'expression et à la participation directe des citoyens ordinaires dans le processus délibératif et décisionnel. C'est la solution adoptée par le régime électoral moderne, celle de la délégation, de la délibération et de la décision. L'élection, telle que nous la pratiquons en tout cas, donc avec candidature et avec une campagne électorale, c'est en quelque sorte un concours de confiance en soi. Et puisque l'autosélection se recoupe dans une large mesure avec la sélection sociale, on comprend que l'élection mène finalement à distribuer le pouvoir politique légitime entre des individus qui sont généralement déjà dominants dans le monde social. Que cette position dominante préalable à l'élection, entérinée par elle, se justifie par une compétence réelle à gouverner ou pas, au fond, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et même si je ne peux m'empêcher, comme tout un chacun, de constater la situation actuelle, la crise écologique et climatique en particulier, et constater aussi qu'elle creuse le doute quant à cette compétence, et plutôt en fait à la façon de construire socialement cette compétence et de la sélectionner. Ce qui m'intéresse davantage, c'est que le régime électoral demeurerait peu démocratique, même dans le cas où il serait parfaitement efficace. On peut d'ailleurs s'étonner de l'usage très courant du syntagme « démocratie représentative », alors qu'il a une dimension foncièrement paradoxale, commençant par soulever l'espoir de l'autogouvernement populaire pour, immédiatement après, y renoncer. Une autre philosophie de la démocratie, qui refuserait ce renoncement, devrait avoir l'audace d'envisager une démocratisation radicale de la démocratie, pour reprendre les mots d'Yves Saint-Omer, et faire ce pari un peu fou peut-être, d'accorder au peuple à la fois la légitimité politique et la légitimité épistémique, c'est-à-dire relative au savoir, au savoir-faire et à la compétence. Mais la démocratie radicale, qu'est-ce que ça voulait dire en termes de régime? Il y avait quelque chose qui m'échappait du côté des théories existantes de la démocratie radicale qui insistaient sur la dimension de souveraineté populaire, mais sans vraiment prendre en charge la dimension épistémique du problème. Et je veux parler du problème théorique que pose malgré tout ce type d'organisation collective, à savoir l'amateurisme et la dispersion des savoirs et des savoir-faire utiles à la décision et à l'action publique. Si l'on confiait les clés de l'État à des citoyens ordinaires, ne retrouverait-on pas les lieux sans dessus-dessous? Après un court laps de temps, comment des lambda pourraient-ils prendre des décisions pertinentes et résoudre efficacement les problèmes complexes qui se présenteraient à eux? Ayant conscience de ce que les mots pertinence et efficacité pouvaient charrier de présupposés attachés à la domination épistémique, je n'étais pas prête pour autant à les évacuer purement et simplement. C'est donc avec ces questions en tête que j'ai commencé à m'intéresser à Athènes. Dès ma première année de master, au départ surtout par acquis de conscience, comme un passage obligé de l'introduction d'un mémoire de philo,
J'étais loin de me douter à ce moment-là que je finirais par faire une thèse sur la démocratie athénienne, ou en tout cas sur un type général de régime démocratique foncièrement distinct du type électoral moderne, que je conceptualise à partir d'Athènes et que j'appelle donc démocratie radicale. S'il était possible, comme Athènes en était la preuve, que la démocratie désigne un régime d'autogouvernement populaire réalisé, fonctionnel et stable, à peu près stable, alors il restait à comprendre avec quelles institutions, sur la base de quels mécanismes, autrement dit, comment un peuple d'égaux pouvait en devenir à être capable de gouverner effectivement. De son côté, le modèle épistémique du régime électoral se fonde sur deux présupposés qui sont rarement questionnés, jusque récemment, et même par des démocrates convaincus. Premièrement, ce modèle considère que les citoyens ordinaires sont essentiellement incompétents pour gouverner. Et deuxièmement, il considère aussi le grand nombre comme un handicap. Face à cela, on voit émerger depuis les années 2000 un nouveau concept, ou plutôt une notion encore peu stabilisée sur le plan théorique, celle d'intelligence collective. Grossièrement, on peut dire que l'intelligence collective désigne le ou les processus par lesquels un ensemble donné d'individus, a priori incompétents, devient un groupe compétent. Notez que cette définition est intentionnellement vague, on peut quand même souligner déjà le terme de processus. Je crois que la démocratie athénienne historique peut nous fournir sur ces phénomènes un certain nombre de réponses et de pistes, mais elle nous confronte aussi à de grandes incertitudes, notamment en raison du fait que l'accès expérientiel et documentaire à ce régime est tout sauf immédiat, vu la période de temps qui nous en sépare. Les historiens sont face à un certain nombre de problèmes dont la solution se cache peut-être dans les silences des sources. Concrètement, on manque aussi d'une certaine familiarité à ce type de fonctionnement et aux dynamiques essentiellement horizontales de ces institutions centrales. La collégialité de la décision, associée à une égalité politique substantielle entre les citoyens et à la pratique délibérative, devait produire un type de socialisation spécifique et un ensemble de comportements dont il est très difficile de se faire une idée quand on n'a soi-même jamais intégré ou observé de collectifs fonctionnant sur ces bases. Surtout, à lire les historiens, j'avais acquis la conviction que l'apprentissage collectif se trouvait au cœur du fonctionnement de ce régime. Le problème, c'est que cette notion recouvre des processus très mal connus, presque une terra incognita, et presque impossible à documenter, à moins peut-être d'observer un groupe de très près. Ainsi, quand l'occasion d'avoir un terrain d'observation s'est présentée, fin 2022, je ne l'ai pas laissé passer, malgré la bizarrerie peut-être de cette démarche pour une philosophe, et même si, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à dériver vers les sciences politiques. 2 ans après la CCC, la Convention citoyenne pour le climat, démarrait la seconde assemblée citoyenne à l'échelle nationale en France, la Convention citoyenne sur la fin de vie. J'ai donc pu intégrer le groupe de chercheurs observateurs admis sur place au CESE à Paris, et j'ai pu mener une observation ethnographique complète de ce dispositif. Bien sûr, j'ai plongé dans cette observation et je me suis intéressée à la Convention en partie pour elle-même, au moins sur le moment. Mais ce que je cherchais à comprendre, en réalité, c'était toujours Athènes. Une telle démarche n'était pas complètement inédite, puisque l'historien Mogens Hansen avait déjà entrepris dans les années 80 de pallier les lacunes des sources anciennes en s'appuyant sur l'observation de certaines expériences politiques contemporaines, par le raisonnement analogique. Il était allé mener plusieurs observations des Landsgemeinden en Suisse, des assemblées annuelles de cantons où les citoyens réunis votent à main levée, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'Ecclésia, l'assemblée athénienne. Comme l'affirmerait aussi Nicole Laureau 10 ans plus tard, Hansen considérait que la pensée analogique était inévitable en histoire ancienne et que la principale difficulté consistait surtout à trouver la bonne analogie. 40 ans plus tard, nous avons désormais les assemblées citoyennes, ces nouveaux dispositifs délibératifs expérimentés à l'échelle nationale dans plusieurs pays d'Europe depuis la fin des années 2000. Plus que l'Ecclésia, il rappelle certains traits distinctifs de la Boulée ou Conseil des 500, qui était l'organe de gouvernement à Athènes. Comme nos récentes conventions citoyennes, il était composé par tirage au sort de citoyens ordinaires et il avait une forte orientation délibérative. Précisons toutefois une dissymétrie évidente. À l'inverse du régime athénien, comme objet théorique, la Convention fin de vie, la CCFV, ne permettait pas une approche systémique, puisque ce petit espace de démocratie délibérative, éphémère, répondait à une logique différente de celle prévalente au dehors, et il était extrêmement marginalisé par rapport au parcours de la décision politique. J'ai donc adopté une approche internaliste de ce processus.
Je parlerai de mon observation tout à l'heure, mais d'abord, je vais introduire le contexte théorique dans lequel apparaissent aujourd'hui ces nouveaux dispositifs, à un moment où on commence à explorer les capacités collectives positives, ou ce qu'on appelle parfois la sagesse des foules, dans le cadre d'un courant qui défend l'idée que la décision du grand nombre sera meilleure que celle du petit nombre, dans certaines conditions. C'est la théorie de la démocratie épistémique. Après un bref état des lieux sur l'émergence ou la redécouverte contemporaine de cette notion d'intelligence collective, je présenterai dans un second temps quelques résultats de ma recherche, issus notamment de l'observation de la CCFV. En particulier, je soulignerai l'importance de la sociabilité dans ces processus. Enfin, je reviendrai à la fin de cette présentation vers le cas historique qui a donc été à la fois mon point de départ et la matrice de ma réflexion dans ma thèse, la démocratie athénienne, dont je crois qu'elle a encore beaucoup à nous apprendre sur l'intelligence collective et ses institutions. Dans l'autre sens, il semble que certaines difficultés de l'historiographie puissent également profiter de l'avancée des théories et des pratiques démocratiques contemporaines et que l'ouverture d'un dialogue entre ces champs soit aujourd'hui incontournable. L'intelligence collective est une notion dont nous, modernes, étions jusque récemment peu familiers. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'expérience moderne ne fournit aucun exemple de groupe occasionnellement intelligent. Mais les conditions de ces émergences n'étaient pas maîtrisées, d'autant moins pour des groupes nombreux, ni saisies dans un cadre théorique. L'étude des phénomènes collectifs a plutôt été marquée depuis le XIXe siècle par des approches hostiles, en particulier au sein de ce qui se concevait à l'époque comme une nouvelle discipline, la psychologie des foules. Les analogies pathologiques prévalant au sein de ce courant théorique ont alors pris le pas sur d'autres approches plus positives des phénomènes collectifs existant aussi à l'époque, notamment autour des questions liées au syndicalisme. Au XXe siècle, le phénomène totalitaire a plutôt confirmé les pires craintes sur les comportements des foules, et même si on a pu entendre par la suite d'autres voix, du côté de la sociologie des mouvements sociaux notamment, c'est une approche essentiellement agoraphobe qui a prévalu jusque récemment, pour reprendre la formule de Francis Dupuy-Derry. Mais voilà que dans notre XXIe siècle, la foule réémerge sous un aspect plus ambivalent et incluant des phénomènes perçus comme positifs. Certains outils développés grâce à Internet ont certainement joué un rôle majeur dans ces déplacements, en particulier les logiciels libres ou certains outils collaboratifs comme Wikipédia. On a découvert alors que les grandes masses humaines formées virtuellement sur Internet étaient capables de coopérer et de produire dans certains cas un saut qualitatif en termes de compétences ou de récolte d'informations. En France, la chaîne YouTube Fouloscopie a aussi beaucoup contribué à éveiller l'intérêt du grand public pour ces questions. Mais ce n'est pas seulement notre regard qui change. Des travaux scientifiques ont apporté de nouvelles informations sur certaines capacités épistémiques des foules ou des groupes passés jusque-là inaperçus. Elles sont de deux types, agrégatifs et délibératifs. C'est le second type qui va nous intéresser plus particulièrement, mais puisque les prouesses agrégatives du grand nombre sont souvent ce qu'on met en avant, à tort à mon avis, comme manifestation d'intelligence collective, on va commencer par en dire un mot, et sans aucun doute, ces expériences sont très intéressantes. Tout a commencé avec le bœuf de Galton, à l'orée du XXe siècle, en Angleterre, à une foire agricole. Vous connaissez peut-être cette histoire, elle est connue. Avec l'intention de prouver le contraire, Sir Francis Galton a fait voter la foule de plusieurs centaines de personnes qui étaient réunies ce jour-là, et il a découvert qu'elle était capable, entre guillemets, d'estimer à quelques kilos près le poids total de ce bœuf découpé et exposé. Le même type d'expérience a été plus récemment maintes fois reproduit avec le poids ou le nombre d'un élément quelconque, comme par exemple des grains de riz dans un bocal transparent. On trouve en particulier aux États-Unis un intérêt marqué pour ces expériences depuis les années 2000, avec la découverte des marchés prédictifs où des participants parient de l'argent sur un dénouement quelconque et la moyenne des prédictions s'avère étonnamment correcte. Menant toujours à la même conclusion, ces expériences sont perturbantes par leur côté contre-intuitif. En droit, tout le monde se trompe, mais les erreurs de jugement se compensent et la moyenne tombe juste. C'est ce que certains auteurs appellent le miracle de l'agrégation. Parallèlement, dans un champ distinct et sans lien avec les premiers, on voit se développer depuis les années 80 des recherches et des expérimentations sur la démocratie délibérative, qui ont mené à explorer un autre aspect des capacités épistémiques collectives. Cette fois, il s'agit de réunir physiquement des groupes de citoyens et de les mettre dans des conditions quasi idéales pour délibérer, de manière approfondie, et entre eux aussi égalitaires que possible.
On commence par mettre à leur disposition des informations factuelles sur le sujet qu'ils ont à traiter, un sujet souvent complexe et impliquant parfois une dimension de dilemme éthique. Et on les guide peu à peu dans un processus de réflexion collective visant à se positionner. Ce processus implique la discussion et le débat, et même s'il est guidé par ce nouveau personnage du facilitateur, il n'en reste pas moins que le collectif délibérant peut être considéré comme agent de ce processus, ceci au sens où les multiples occasions de coordination offertes par l'activité délibérative permettent aux membres du groupe d'acquérir une conscience de ce qu'ils sont en train de faire ensemble et une réflexivité sur le contenu de leurs échanges et sur leurs fins communes. Ces expériences délibératives présentent donc un fort contraste avec les dispositifs agrégatifs. Néanmoins, ces expériences bien distinctes ont deux points communs. Le premier, c'est de présenter des performances collectives étonnamment bonnes. Et peut-être que cette dimension d'étonnement en dit plus sur notre ignorance ou sur nos préjugés que sur le phénomène lui-même. Comme Galton, qui déclarait au sujet de son bœuf qu'il semblait donner, je cite, « plus de crédit à la fiabilité du jugement démocratique que l'on aurait pu s'y attendre ». Le deuxième point commun entre agrégation et délibération, c'est qu'il s'agit à chaque fois de groupes nombreux, de non-spécialistes et composés, si on veut, du tout venant. C'est-à-dire que les individus qui les composent n'ont pas d'importance. Et je m'excuse de le formuler de cette manière, puisque évidemment les citoyennes et les citoyens qui s'engagent dans un processus délibératif y mettent beaucoup d'eux-mêmes, et il ne s'agit pas de dire que ce qu'ils sont personnellement ne compte pas. Au contraire, c'est cela qui fait la chair de ces dispositifs. Mais ce qu'ils sont individuellement ne compte que par rapport à ce que sont aussi tous les autres. C'est-à-dire que c'est avant tout la diversité des personnes qui est importante. Hélène Landemort a proposé dans ce sens en 2013 une synthèse théorique de ces deux types de dispositifs aux émergences historiquement distinctes et le facteur commun qu'elle identifie entre ces deux formes radicalement différentes d'intelligence, ou ce qu'on nomme ainsi par commodité, c'est la diversité cognitive. Ce concept emprunté à Scott Page de diversité cognitive recouvre une idée en fait assez simple, c'est que vous aurez des façons de penser très différentes dans un groupe nombreux et composé d'individus qui appartiennent à des milieux sociaux différents, des générations différentes, des territoires différents, etc., n'ayant donc pas du tout la même éducation ni les mêmes expériences de vie. Et c'est donc la diversité de façons de penser, résultant de toutes ces différences entre les gens et leur manière de vivre, qui permettra que ce groupe couvre en quelque sorte un champ beaucoup plus étendu d'opinions et d'idées dans sa façon d'aborder un problème en particulier. Cette diversité permettra aussi que les biais présents chez les uns et les autres se compensent en partie et que le groupe arrive à corriger par son équilibre interne les distorsions et habitudes de pensée auxquelles sont sujets non seulement les individus, mais les catégories d'individus et à plus forte raison les corps spécialisés. Donc cet équilibre interne au groupe que permet la diversité cognitive, ce serait ça, en fait, l'opérateur de ce qu'on appelle intelligence collective. Je crois qu'il faut garder précieusement cette idée d'équilibre interne, car elle nous met sur la bonne piste, et le fait est qu'on est encore loin d'avoir une théorie intégrée et satisfaisante de l'intelligence collective. D'abord, il n'est pas du tout clair si on parle ou non de la même chose quand on dit intelligence collective au sujet d'un sondage sur le nombre de grains de riz contenus dans un bocal, ou au sujet d'un collectif citoyen qui délibère pendant des semaines ou des mois sur un grand sujet de société. On peut donner en exemple le mariage homosexuel, l'avortement ou encore le blasphème qui ont été discutés par les citoyens irlandais en 2012-2013. En dépit des deux points communs qu'on a mentionnés entre les dispositifs agrégatifs et délibératifs, c'est-à-dire la performance constatée et la diversité du groupe, il y a aussi des différences évidentes. Les dispositifs agrégatifs sont ponctuels. Ils portent sur une question factuelle, simple et vérifiable, ce qui n'est pas le cas des dispositifs délibératifs. Surtout, les votants n'interagissent pas. Ils peuvent d'ailleurs voter, chacun derrière son ordinateur, de sorte que parler d'intelligence collective ici ne peut être que métaphorique. Le positionnement collectif ne l'est que par l'artifice de l'agrégation, c'est-à-dire par le vote, suivi d'un calcul de la moyenne ou de la médiane. Pour certains auteurs, il est même absolument exclu d'aller plus loin que la métaphore, car une étape réellement collective abîmerait le résultat. Suivant une idée qu'on trouvait déjà chez Rousseau, du grand nombre de petites différences résultera toujours la volonté générale, à condition que les citoyens n'aient aucune communication entre eux. Donc un usage métaphorique, voire un contre-emploi du terme collectif. Quant à l'intelligence, elle décrit dans le cas d'un vote un processus qui parvient sans conscience à un résultat objectivement correct, un phénomène statistique en réalité,
elle résulte simplement du fait que la bonne réponse a un avantage statistique. Dans le cas de la délibération, on a affaire à quelque chose de très différent. D'abord parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, en tout cas pas dans ce sens-là, on va y revenir. Surtout, les participants interagissent, les relations se développent entre eux. À partir de là, on ne peut plus considérer uniquement le volet cognitif du problème. Il y a aussi un élément affectif qui entre en ligne de compte et qui va influer sur la manière dont chacun se positionne. Et on peut dire aussi que la dimension collective de l'intelligence collective, qui pourrait être ou ne pas être à l'œuvre dans un tel dispositif, n'est plus du tout métaphorique. En tout cas, un groupe réel se construit et chacun de ses membres a une connaissance approximative de ce que pense, veut et fait ce groupe. Laissons donc aux mathématiciens, si vous voulez bien, pour aujourd'hui en tout cas, le problème du miracle de l'agrégation et les foules virtuelles, pour nous occuper à partir de maintenant et dans un deuxième temps de cette intervention, des processus de positionnement qu'on peut dire véritablement collectifs, ceux qu'on peut observer dans une assemblée citoyenne. Dans un dispositif délibératif, en principe, et donc contrairement à ce qu'on vient de voir avec les grains de riz, personne n'a la réponse. Si la délibération est nécessaire, c'est justement parce que la question qui se pose est complexe, voire trouble ou vague, et qu'elle a une dimension normative. C'est-à-dire qu'on ne demande pas seulement au groupe de dire ce qui est, même s'il y a une attente de bon diagnostic, on lui demande aussi de dire ce qui devrait être. Il est donc question d'exercer un jugement collectif à la fois sur le meilleur moyen de parvenir à certaines fins et sur ces fins elles-mêmes. Ainsi, la CCFV avait à répondre à la question suivante, posée par la première ministre d'alors, Elisabeth Borne. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Ce qu'on remarque immédiatement avec une telle question, c'est qu'il est impossible d'y répondre simplement, encore moins individuellement par un sondage. Avant toute chose, elle impose de préciser de quoi on parle, parce que fin de vie, ça peut désigner différentes choses. La vieillesse, la perte d'autonomie, la maladie, l'agonie, la mort elle-même, ou encore des situations d'entre-deux, comme on y est confronté dans les services de réanimation. La fin de vie pourrait aussi concerner, pourquoi pas, l'héritage, ou encore les processus de deuil, et pourquoi pas la perte du soi, comme avec certaines maladies neurodégénératives. Bref, la première étape consiste à préciser la question elle-même, voire à en formuler une autre ou plusieurs autres. Et je dis la première étape, mais c'est sans doute une erreur, puisque, en fait, ce travail de problématisation collective accompagne l'ensemble du processus délibératif. En tout cas, deux choses apparaissent d'emblée à partir de cet exemple. Premièrement, le fait que des savoirs très différents vont s'avérer utiles à la réflexion, et pas seulement les connaissances spécialisées, par exemple médicales, même si évidemment elles ont leur importance. Les 184 conventionnels avaient évidemment des expériences variées des situations de fin de vie, même si aucun n'en avait une expérience directe, je vous l'accorde. Au cours de la Convention, certains de leurs récits de deuil ont été bouleversants. Il y avait aussi parmi ces citoyens et citoyennes tirés au sort des infirmières, des aides à domicile, des proches aidants, et encore des personnes très religieuses, des personnes engagées dans des associations. Bref, il y avait un peu de tout, en fait, et ce n'était pas de trop pour un sujet aussi vaste. Deuxièmement, on remarque qu'il s'agit d'un sujet qui comporte des aspects très intimes et qu'il n'est pas du tout évident d'expliquer que les conventionnels en soient venus aussi rapidement à se partager leurs expériences personnelles sur un tel sujet, lié à la mort d'un parent ou d'un conjoint. C'est particulièrement net concernant la fin de vie, mais n'importe quel sujet d'une certaine importance politique aura des aspects qui renvoient à l'intime, qu'il s'agisse d'expériences vécues ou de convictions profondes. Donc, si on conjugue ces deux éléments, le fait que rien ne soit de trop pour alimenter la réflexion sur un sujet complexe et la difficulté de partager avec des inconnus des savoirs et des opinions qui peuvent relever de l'intime, on est déjà au cœur du problème épistémique que pose la démocratie radicale. Bien avant mon arrivée au CESE, et c'est même en partie pour ça que j'y allais, j'avais rencontré ce problème au sujet d'Athènes. Il s'était posé à d'autres avant moi, comme l'historien Josiah Aubert, qui a cherché à expliquer la performance épistémique athénienne malgré son handicap de départ. Dit autrement, on a du mal à comprendre qu'une démocratie à l'athénienne parvienne à prendre des décisions averties et pertinentes, alors qu'on ne sait pas expliquer comment les citoyens accédaient aux informations dont ils avaient besoin pour le faire. Il faut s'imaginer que cette cité était gouvernée collectivement par des amateurs,
chaque fois différents en plus, puisque la rotation des charges était la norme et qu'il n'y avait pas de système hiérarchique qui aurait vraiment permis la centralisation et le tri de l'information. L'hypothèse que fait Aubert, c'est qu'il devait y avoir une solution non hiérarchique de centralisation et de tri via la mise en commun de l'information et son évaluation collective par l'activité délibérative. Mais pourquoi des citoyens mettraient en commun ce qu'ils savent ? Il faut se rendre compte en plus de ce qu'implique la diversité idéologique et sociale d'un collectif de citoyens tirés au sort. Les 184 personnes tirées au sort qui étaient arrivées le premier jour, le 9 décembre 2022, au CESE, provenaient de tous les territoires français. Ils n'avaient en commun que d'être majeurs, de résider en France, d'avoir été tirés au sort et d'avoir donc accepté de participer à l'expérience. Leur collectif avait été sciemment diversifié sur 6 critères, procédant à un échantillonnage, en l'occurrence assez mal fait, mais dont le but était de recréer une France en miniature, sur les critères de genre, d'âge, de région, de type d'aire urbaine, de diplôme et de catégories socio-professionnelles. Ce haut degré de diversité du groupe confrontait donc les conventionnels pendant les sessions à des individus issus de milieux sociaux dont ils n'étaient pas familiers et dont les comportements pouvaient leur paraître très perturbants. Ils allaient pourtant devoir coopérer et communiquer intensément pendant 4 mois, ce qui se traduisait par une forte pression sociale, interdisant aux participants de tirer un trait sur certaines relations ou de froisser certains conventionnels. Ceux-ci allaient être en quelque sorte leurs collègues, et c'est d'ailleurs souvent ainsi qu'ils se désignaient entre eux, tout en ne partageant pas par avance un même milieu professionnel ni un même type d'activité, ce qui implique qu'ils ne pouvaient pratiquement se fonder sur aucune norme commune. Ce qui m'a vraiment passionnée dans cette observation, c'est de voir émerger progressivement des normes, des valeurs partagées, ainsi que d'autres mécanismes d'autorégulation du groupe, et de comprendre que tous ces processus prenaient leur source dans la sociabilité. Retraçant ainsi la manière dont le tout premier groupe de 10, formé au hasard en session 1, a pu servir d'unité de base à partir de laquelle les nouvelles relations s'établissaient, j'ai pu observer plus tard le développement d'étranges alliances et amitiés politiques autour d'un accord fondamental sur les règles du jeu du dispositif. Le brassage constant du groupe, imposé par la formation des groupes de travail et la configuration des lieux, entravait les mécanismes de ségrégation sociale et idéologique si courants au dehors. On voyait alors se tisser des liens, disons, inhabituels, sautant les générations, les classes sociales, les obédiences partisanes. Enfin, le rôle de l'humour dans le développement d'une gestion collective experte du conflit politique mériterait une enquête à part entière. Je pourrais vous raconter tant d'épisodes apparemment banals, révélateurs de la façon dont le groupe se structure lui-même progressivement par les interactions et le maillage relationnel qui se densifie en son sein et aussi autour de lui. Je pourrais vous parler de la cantine ou du bar de l'hôtel. Mes observations ont confirmé, en tout cas, l'hypothèse d'Aubert, selon laquelle c'est le développement et la densification des réseaux de confiance qui incitent les individus à partager ce qu'ils savent. Mais la CCFV m'a permis d'aller plus loin sur ce point, car il ne s'agit pas uniquement de la mise en commun des informations. L'activité délibérative, associée aux pratiques de sociabilité, enclenche en fait une évaluation permanente et de plus en plus fine des contributions individuelles. Confiance et méfiance ne sont qu'un aspect de l'intense activité affective et de l'immense savoir social qu'acquièrent les citoyens au cours d'un processus délibératif de ce type où ils sont fréquemment mélangés. Par exemple, ils savent qu'un tel a parfois des fulgurances, mais qu'il a tendance à exagérer. Ils savent aussi qu'il a une sœur qui travaille dans tel hôpital. Ils savent qu'il a des choses à prouver dans tel domaine. Et ils savent en fait quantité d'autres choses du même genre sur tous les membres du panel et sur les relations existantes entre eux. Il y en a aussi quelques-uns qu'ils tiennent en haute estime et dont la vie pourra les faire basculer en cas de doute. Tout cela forme bien vite une dentelle incroyablement complexe et insaisissable dans le détail, mais dont on comprend le principe général. Si j'ai parlé plutôt de l'élection comme d'un concours de confiance en soi, la délibération entre citoyens ordinaires est comme un concours de confiance mutuelle. Donc, si on ne considère pas l'intelligence collective comme une mystérieuse propriété réductible à une formule mathématique, mais comme un processus de développement de capacités collectives face à des problèmes complexes, l'attention se déplace sur l'apprentissage collectif et sur les institutions qui soutiennent cet apprentissage.
Ce que m'a appris la CCFV, c'est que ce processus se joue de manière essentielle dans la formation des liens affectifs, dans la vie émotionnelle du groupe et dans la construction d'un savoir social du groupe sur lui-même. Parce que c'est ce qui lui permet de muscler son discernement et de faire un usage optimal de ses ressources internes de savoir et de compétences. Ce serait peut-être ça, alors, l'intelligence collective, une meilleure sélection à la fois des idées et des personnes par un collectif entraîné à le faire et qui se connaît très bien lui-même. On en revient en tout cas à cette idée d'équilibre interne, laissée en suspens tout à l'heure lorsqu'il était question des théories contemporaines de la démocratie épistémique. Ce détour par la Convention aura permis d'un côté de confirmer l'importance de la diversité cognitive, dont Landemore fait le facteur central de l'intelligence collective, et en même temps, il faut maintenant lui adjoindre un autre facteur essentiel, à savoir les dynamiques affectives. Ces deux facteurs pointent vers des formes institutionnelles particulières, en l'occurrence ici le tirage au sort et le brassage social qu'il permet, mais aussi l'activité délibérative qui implique le rebrassage fréquent du groupe et des occasions sans cesse renouvelées pour les participants de proposer leur aide, de proposer une bonne idée, de convaincre d'essayer quelque chose, de résoudre un problème logique ou pratique, bref, de contribuer. L'importance prise par les dynamiques affectives vient aussi de ce que le groupe est égalitaire a priori et au moins partiellement autonome, au sens où il est en mesure de procéder à une autorégulation collective des comportements de contribution et au sens où l'évaluation des contenus lui appartient aussi, y compris la décision finale. Une fois identifiés ces différents éléments ou principes fonctionnels, il est possible de revenir enfin vers Athènes. C'est ce que je vous propose de faire dans un troisième et dernier temps. Donc, la première prise de conscience, quand on se penche sur l'histoire politique de l'Athènes classique, c'est celle de l'étrangeté de ce régime. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru en plaquant sur elle nos propres représentations de ce que doit être la politique, cette cité n'a pratiquement rien de commun avec nous, et je veux dire avec nos régimes politiques modernes et leurs institutions. Il n'y a que des faux amis. Les élus ne sont pas des représentants, l'Assemblée n'est pas composée d'élus, mais de tous les citoyens qui se sont déplacés ce matin-là. Le vote n'est pas distribué, il se fait toujours en situation de coprésence des votants, ce qui implique un certain nombre de choses. Quant à la citoyenneté, c'est un tel feuilleté de droits et de pratiques de participation qu'elle est très difficile à saisir conceptuellement. En fait, quand on commence à lire les historiens, en particulier les travaux des 30 dernières années, qui ont réévalué la radicalité démocratique de ce régime, on se rend compte qu'Athènes n'est pas du tout une ancêtre, comme on a tendance à la présenter. Au cours des 5e et 4e siècles avant notre ère, cette cité a développé en réalité un régime politique unique en son genre et un régime qui n'a pas eu de postérité, en tout cas à un tel degré de sophistication, de stabilité et à une échelle comparable. Rappelons qu'Athènes, à l'époque, ce n'est pas une ville. C'est une cité-État qui s'étend sur un territoire de 2500 km², c'est-à-dire à peu près la taille d'un petit département français comme les Yvelines ou l'île de la Réunion. Et sa population totale devait se situer entre 200 000 et 400 000 personnes. Quant aux citoyens mâles, puisque c'était eux et seulement eux qui participaient dans les institutions politiques, ils étaient certes minoritaires, mais représentaient tout de même un contingent qui a oscillé entre 30 000 et 60 000 hommes, selon les périodes. On n'a donc pas affaire à une petite communauté transparente à elle-même, ni d'ailleurs à un groupe homogène sur le plan social, contrairement à cette image d'Épinal d'une cité gouvernée par un entre-soi de riches propriétaires d'esclaves. La citoyenneté est une distinction politique et non pas économique à Athènes, et c'est sans doute ce qui justifie qu'Aristote ait considéré la démocratie comme le gouvernement des pauvres, par opposition à une oligarchie ou à un régime mixte fondé sur des droits politiques censitaires. Aujourd'hui, la vision asociologique de certaines théories de la démocratie, aussi bien de la démocratie épistémique que de la démocratie radicale, considérant la citoyenneté dans l'absolu, pose problème, aussi bien pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui que ce qui se jouait à l'époque dans les institutions démocratiques. Le fait que les citoyens athéniens n'étaient pas tous riches confronte en effet les historiens, et d'ailleurs les historiennes, je pense en particulier à Nina Roux ou Claire Taylor, à des questions en apparence prosaïques, comme celle de savoir si la rémunération de la participation pouvait vraiment compenser les pertes de salaire correspondantes, ou combien de temps mettait un non-citadin pour se rendre à l'Assemblée, et si c'était rédhibitoire. En tout cas, le régime athénien inclut des mécanismes de discrimination positive, comme la rémunération des activités civiques au sens large,
ou les règles imposant la rotation des charges, dont le but est de construire l'égalité politique malgré les inégalités sociales. Construire l'égalité politique, je crois que c'est à partir de cette ambition qu'on peut comprendre à la fois ce que signifie l'institution démocratique, son rôle, et aussi raccorder cette réflexion politique aux questions épistémiques qui nous occupent depuis le début, liées à l'efficacité d'une organisation collective. On a l'habitude d'opposer ces deux éléments. On se dit tout naturellement qu'une organisation sera moins efficace à mesure qu'elle devient plus démocratique, ou l'inverse. L'intelligence collective, c'est une idée qui nous oblige à renverser complètement cette manière de voir les choses, et c'est, je crois, une clé pour comprendre le régime athénien. Certes, on trouve à Athènes des institutions de captation des compétences individuelles spécialisées, plus proches de ce que nous connaissons et qui jouaient un rôle important. Il y avait l'esclavage public, qui est un équivalent du fonctionnariat moderne et qui est le moyen pour la cité de s'attacher des personnels spécialisés, notamment dans les tâches administratives et logistiques. Il y avait aussi l'élection, qui permettait au peuple de distribuer chaque année les missions sensibles, comme la direction des campagnes militaires ou la finance. Mais ces institutions de captation des compétences spécialisées allaient avec un strict contrôle, à la fois pendant et à l'issue de ces missions de service public. Et surtout, il faut avoir en tête que le régime fonctionnait avec une centaine d'élus par an pour environ 7000 tirés au sort. Ce rapport de proportion montre bien que la politique était avant tout l'affaire des citoyens ordinaires à Athènes. En même temps, il faut faire attention à quelques éléments quand on dit ça, 3 en particulier. Je vais prendre le temps de les détailler avant de conclure. D'abord, si ces citoyens ordinaires pouvaient avoir des marges de pouvoir significatives, c'était toujours collectivement, et même dans des collectifs étonnamment nombreux. Ainsi, j'ai déjà évoqué le Conseil, où des groupes de citoyens tirés au sort préparaient, à quelques dizaines en général, les discussions de l'Assemblée. Mais c'est bien à l'Assemblée que les décisions étaient prises par des milliers de citoyens, ni élus, ni tirés au sort, simplement ceux qui étaient venus ce matin-là. Ces quelques milliers du jour détenaient le pouvoir de décision finale sur les affaires courantes traitées par le Conseil, ce dont on conclut que le grand nombre était la règle pour les étapes les plus importantes, comme celle consistant à trancher. Tout autant qu'à l'Assemblée, mais d'une autre façon, puisqu'il s'agit cette fois de contrôler ces élites, le peuple était souverain au tribunal. Pour rendre compte de la centralité de cette troisième institution pour le régime, Vincent Azoulay parle même d'une culture punitive, étroitement associée à la conception athénienne de la démocratie. De fait, le problème de la participation socialement différenciée peut se résoudre de 2 manières. Soit en augmentant les incitations et les soutiens à la participation pour récupérer une partie des franges sous-participantes, soit, et nous avons moins tendance à voir cet aspect-là, en encadrant et en limitant l'hyper-participation des élites. Le régime athénien a usé de ces 2 approches, et appartenir à l'élite politique à Athènes n'était assurément pas sans risque. Cela demandait une certaine humilité et imposait de se soumettre régulièrement au jugement collectif. Deuxièmement, et c'est fondamental, la question du nombre est corrélée à la gravité d'une décision. À l'Assemblée, certaines décisions particulièrement sensibles exigeaient un quorum de 6000 votants, comme l'ostracisme ou les octrois de citoyenneté, par exemple. Au tribunal, la justice était rendue par des jurys tirés au sort dont la taille considérable peut également nous étonner. Il n'y avait pas de magistrats judiciaires professionnels à Athènes. Les jurés étaient tout simplement des citoyens ordinaires d'au moins 30 ans, tirés au sort et qui prêtaient serment pour l'année. Et ce qui est frappant, c'est que dans les tribunaux, la taille des différents jurys était systématiquement corrélée à l'importance de l'affaire. Un jury comptait pour les affaires privées soit 201, soit 401 membres en fonction de la somme en jeu. Et quant aux affaires publiques, elles étaient confiées à un jury de 501 citoyens au minimum. Et pour les procès politiques les plus importants, c'était doublé, triplé ou davantage, atteignant donc jusqu'à 2000 jurés ou plus. Concernant le travail législatif, on aurait appliqué le même principe, selon Hansen, en sélectionnant parmi les jurés un nombre donné de législateurs, les nomotètes, en fonction de l'importance du problème à traiter. Ces différentes règles montrent qu'un principe général était partout suivi et doit être considéré comme un principe fondateur de la démocratie athénienne. C'est une corrélation positive entre l'importance de la décision et le nombre des décideurs requis. Ce principe représente, je crois, l'aspect le plus radicalement opposé au régime électoral, qui considère que pour ceux qui comptent, il est souhaitable de s'en remettre au petit nombre soigneusement sélectionné. Troisièmement, et pour finir,
on peut remarquer que le régime athénien ne fait pas seulement appel à des citoyens ordinaires nombreux, et de plus en plus nombreux selon l'importance de l'affaire. Le régime s'occupe également de la mise en relation de ces citoyens. Je parle d'un aspect d'ingénierie sociale insuffisamment commenté à mon avis et qui s'inscrit au cœur des institutions athéniennes. Tout à l'heure, au sujet de mon observation de la CCFV et des éléments théoriques qui s'en dégageaient, pour penser l'apprentissage collectif, j'ai parlé de brassage initial par la formation des groupes tirés au sort, puis de rebrassage au cours de l'activité délibérative. Eh bien, à Athènes, le Conseil des 500 était non seulement composé chaque année par tirage au sort, mais après la crise constitutionnelle de 411, une nouvelle loi a imposé l'attribution des sièges par tirage au sort. De plus, le recrutement annuel se faisait sur la base de quotas territoriaux, eux-mêmes pris dans le découpage clisténien, qui était un système de subdivision civique assez complexe, dont le but était de mélanger les gens. Vous aviez des territoires urbains, des territoires ruraux et montagneux, des zones frontalières et côtières, qui se trouvaient associés dans ce système. Ismar et Massé ont présenté récemment dans La Cité et le Nombre une interprétation nouvelle et importante de ce système comme étant héritier de pratiques militaires en Grèce archaïque, un art de ranger les hommes, qui se traduit par une mathématique élémentaire qui répartit, associe, redistribue, un jeu enfantin, écrivent-ils, et en même temps, une fois transposé en politique, cet art de former des ensembles devient peut-être autre chose. À Athènes, en tout cas, le découpage clisténien a pour conséquence qu'un brassage s'opère avant même les tirages au sort politiques, puisqu'un certain nombre de pratiques festives ou militaires se fondent sur les nouvelles entités. On peut donc voir dans le système clisténien le moyen de créer des liens multiples et surtout transversaux aux appartenances sociales préexistantes. Il est temps de conclure en réintégrant ces trois éléments que j'ai mentionnés au cadre plus général que je propose, à savoir une réflexion sur la relation entre démocratie et intelligence collective. Ce qui se dégage de cette enquête, c'est un modèle épistémique singulier et cohérent, celui de la démocratie radicale, que j'ai tâché de penser à partir de l'Athènes classique, mais aussi en m'aidant de ce que j'ai pu observer dans un espace de démocratie délibérative contemporaine, rejoignant à toute petite échelle certains mécanismes institutionnels analogues. Ce modèle inclut le pouvoir accordé à des collectifs de citoyens ordinaires, mais aussi la corrélation du nombre à l'importance d'une affaire publique et des institutions de brassage du corps civique. Le brassage mérite même certainement la première place dans ce modèle, dans la mesure où il assure une fonction vitale pour l'intelligence collective, en diversifiant les groupes et en multipliant les liens affectifs. Il s'agirait maintenant d'éclaircir ce qu'impliquent ces conclusions pour notre monde contemporain, et au-delà des murs des assemblées citoyennes, à l'heure où les réflexions sur la carte scolaire semblent délaissées et où la ségrégation résidentielle ne fait que croître, en tout cas en France, sans parler de la ségrégation idéologique catastrophique que produisent les algorithmes de sélection de contenu sur Internet. Cette question me paraît être d'une certaine urgence. Et je crois que la fonction du découpage clisténien dans le régime athénien appelle de notre part un approfondissement de la recherche sur des formes d'ingénierie sociale émancipatrice. Un deuxième point très important qui ressort de cette réflexion à partir d'Athènes, c'est le contrôle des élites et plus largement l'autonomie du corps civique dans l'évaluation à la fois des contenus et des personnes impliquées dans les processus décisionnels. Un épisode dont je n'ai pas parlé à la fin de la CCFV, c'est 2 élections sans candidat, au cours desquelles les conventionnels ont voté pour 3 hommes et 3 femmes qui devaient être rédacteurs et rapporteurs publics de leur travail. Celles et ceux qui ont été élus représentent pour moi une élite paradoxale, au sens où ils se distinguaient justement par leur capacité à mettre leur intelligence au service du collectif, sans jamais se positionner au-dessus de lui. Or, c'était une élection sans candidature préalable, et c'est intéressant. Ça nous invite à déplacer un peu notre attention des individus vers les dispositifs de sélection. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, on doit insister sur la délibération dans son lien avec la décision. À Athènes, c'est finalement un rôle de gouvernance qu'assurait l'institution délibérative du Conseil, identifiant les problèmes, préparant quelques arguments et guidant le moment de la décision populaire. Remettre aux élus, comme nous le faisons, la décision finale, tout en confiant parfois la délibération à des citoyens ordinaires, dans ces assemblées consultatives, tournées vers les élus, cela a quelque chose de presque aberrant si on regarde ces innovations depuis un point de vue athénien.
En définitive, le modèle théorique de démocratie radicale que je construis à partir d'Athènes affirme deux choses contraires sur la souveraineté populaire, sa complexité institutionnelle, mais sa simplicité conceptuelle. Autrement dit, c'est compliqué à faire, mais c'est simple à comprendre, c'est quand le peuple décide.